Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lila Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 26 septembre. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel Sasa s'intéressera à la politique taïwanaise sur la double nationalité des étrangers à Taïwan. Vous pourrez ensuite retrouver Floriane Dai avec son émission hebdomadaire Femmes d'ombre, Femmes de lumière qui vous présentera la galerie électronique de Susan Fox. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui s'intéresse à la crise du système monde en se penchant notamment sur la parade militaire chinoise de début septembre. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. La société taïwanaise se mobilise après la catastrophe du lac de barrage. Les alliés de Taïwan appellent à l'inclusion de Taïwan aux Nations Unies. Dassault Aviation poursuivra la maintenance des Mirage 2000 de Taïwan. L'Institut de Relations internationales et stratégiques IRIS appelle la France à renforcer sa présence dans le détroit de Taïwan. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 26 septembre. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Et nous commençons donc avec l'organisation de la société civile à Taïwan après la catastrophe du lac de barrage Pha-Ta-Han. Les pluies apportées par le typhon Ragasa qui est passé au sud de l'île principale de Taïwan au début de la semaine ont provoqué la rupture du lac de barrage Pha-Ta-Han en zone montagneuse du comté de Hualien au sud-est de l'île, un lac qui s'était formé il y a environ 2 mois par des glissements de terrain. La catastrophe, d'après le dernier bilan publié par le Centre d'intervention d'urgence ce vendredi, fait état de 14 morts confirmés, 86 blessés et 11 personnes toujours portées disparues, principalement dans la commune de Guangfu. À noter que 686 personnes ont été secourues. Et dans la matinée, ce matin, les pompiers ont annoncé avoir découvert 3 corps en attente d'être évacués. Et aujourd'hui, autour de cette catastrophe, c'est la mobilisation du secteur public et du secteur privé qui est à retenir, à l'image du chef de l'État, Lai Ching-te, qui a déclaré ce vendredi que davantage de soldats, une centaine d'appareils et véhicules différents arrivaient sur place afin d'assister les victimes pour le déblayage de leurs maisons, l'évacuation de la boue, le travail de réparation nécessaire et bien sûr pour distribuer les matériels de secours qui sont déjà arrivés de manière massive et rapide sur place. À noter que la Société nationale des chemins de fer a affrété 10 trains supplémentaires à partir de demain jusqu'à lundi pour ce week-end de 3 jours et répondre à la demande de nombreux Taïwanais qui veulent se rendre sur place pour prêter main forte aux habitants meurtris. Du côté du secteur privé, après la coordination des autorités publiques, pas moins de 30 auberges et hôtels se sont engagés à héberger provisoirement quelques 700 victimes sur le court terme. Les dons de nourriture, de vêtements, des produits de première nécessité sont arrivés massivement dans le comté de Hualien et les autorités viennent d'ouvrir un 3e point de dépôt de matériel puisqu'on annonce 5 conteneurs de matériel qui arrivent en plus sur place ce vendredi. Dassault Aviation poursuivra la maintenance des Mirage 2000 de Taïwan. L'agence de presse centrale CNA de Taïwan a rapporté aujourd'hui que la question de maintenance des avions de chasse Mirage 2000 acquis par Taïwan il y a une trentaine d'années avait été évoquée par la députée Marie-Noëlle Battistel de l'Assemblée nationale lors d'une réunion de la Commission parlementaire des affaires économiques. En tant que présidente du groupe d'amitié parlementaire France-Taïwan, la députée Marie-Noëlle Battistel a interrogé Éric Trappier, directeur général du groupe Dassault Aviation, sur la question de l'assistance de Dassault à Taïwan afin d'obtenir les pièces nécessaires à la maintenance des appareils. Et à la connaissance de la députée socialiste, la livraison de certaines pièces peut prendre jusqu'à 2 ans, d'où son relais des préoccupations de Taïwan recueillies lors de sa visite à Taïwan en juin dernier justement, quant à l'acquisition des pièces du Mirage 2000.
Éric Trappier a reconnu que le Mirage 2000 arrive déjà en fin de vie, même si les avions resteront encore en service en France pendant un certain temps. Leur utilisation touchera toutefois à leur fin et de fait, les clients de Dassault remplacent progressivement le Mirage 2000 par des chasseurs Rafale. Éric Trappier, qui s'est engagé à fournir à Taïwan les pièces nécessaires à la maintenance du Mirage, a néanmoins reconnu que la décision de vendre ou non des chasseurs Rafale à Taïwan ne revenait pas directement à son groupe, mais relevait du gouvernement français. Les alliés de Taïwan appellent à l'inclusion de Taïwan aux Nations Unies. À la tribune du débat général de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, plusieurs alliés diplomatiques de Taïwan ont plaidé en faveur de l'inclusion de l'île à l'ONU et d'une participation significative aux instances onusiennes, dénonçant une nouvelle fois l'interprétation erronée de la résolution 2758 sur laquelle s'appuie la Chine pour exclure Taïwan. Les dirigeants des Palaos, Sir Angel Whips, du Paraguay, Santiago Peña, et des îles Marshall, Hilda Heine, se sont ainsi succédés dans leurs discours à la tribune lors du débat général pour soutenir Taïwan, plaidant en faveur du droit des 23 millions de Taïwanais à être représentés sur la scène internationale, ou dénonçant aussi le refus d'accès à l'Assemblée générale de l'ONU pour les journalistes taïwanais. Plusieurs voix, dont celle du président tchèque, se sont aussi unies et levées pour dénoncer toute tension visant à déstabiliser le détroit de Taïwan et la région Indo-Pacifique, représentant un défi majeur aussi bien régional que mondial en termes de paix, d'économie et de sécurité. À noter que le ministre des Affaires étrangères Lin Chia-long est à New York, en marge même de l'Assemblée générale de l'ONU. L'Institut des relations internationales et stratégiques IRIS appelle la France à renforcer sa présence dans le détroit de Taïwan. C'est ce qui ressort du rapport que vient de publier le think tank français, qui souligne que le détroit de Taïwan est essentiel pour la chaîne d'approvisionnement mondiale et pour les intérêts de l'Europe. Intitulé « Le détroit de Taïwan à l'épreuve des rivalités et d'une possible crise, enjeux et options stratégiques pour la France ». Le rapport de l'Institut appelle la France à renforcer sa présence face à la menace qui n'est plus une simple spéculation, mais une perspective sérieuse pour la prochaine décennie. L'Institut IRIS recommande d'ailleurs à la France d'engager plusieurs mesures sur le plan économique, sur le plan diplomatique ou encore militaire afin d'anticiper les risques de crise en cas d'escalade des tensions et de protéger le droit à la circulation du transport maritime dans le détroit, essentiel à la chaîne d'approvisionnement mondiale, ainsi que les technologies de pointe comme les semi-conducteurs dont Taïwan est leader mondial. À noter que les experts de l'IRIS estiment aussi que le rôle de la France dans la région Indo-Pacifique, initié depuis 2018, doit se renforcer encore pour assurer une force d'équilibre et dépasser le seul choix des deux géants chinois ou américains pour proposer une troisième voie européenne de partenariat et de stabilité pour les pays de la région. Le ministère de l'Environnement introduit des chiens robots de détection. Le tout premier chien robot détecteur conçu pour les opérations de prévention et de secours en cas de catastrophe chimique vient d'être présenté par le ministère taïwanais de l'Environnement. Son déploiement permet de remplacer le personnel d'urgence dans les zones à risque pour les opérations de détection et le renvoi des images et des données du lieu inspecté, comme le souligne le vice-ministre de l'Environnement, Xie Yanjue. Notre personnel de détection, c'est-à-dire notre équipe technique, ne peut rester qu'une trentaine de minutes dans les zones à risque, même avec des combinaisons de protection et des bouteilles d'oxygène, avant de devoir quitter les lieux et être remplacés par une autre équipe. De plus, ils n'ont aucune idée de ce qui risque de se passer dans la seconde qui suit. C'est pourquoi nous avons besoin d'un outil de ce type, comme un chien robot capable d'effectuer le travail d'inspection et de détection et qui puisse transmettre les données relatives sur une période plus longue, ce qui permet ainsi de mieux préparer les opérations de secours à suivre. Ce chien robot de conception taïwano-américaine représente un coût de l'ordre de 15 millions de dollars taïwanais, l'équivalent de 420 000 €. Sa conception s'inscrit dans le cadre de la loi sur la prévention des catastrophes pour ce qui concerne les catastrophes chimiques. Et le gouvernement taïwanais a alloué un budget de 10 milliards de dollars taïwanais, 285 millions d'euros environ, au département chimique du ministère de l'Environnement pour la période 2025-2029 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de sécurité chimique et de durabilité et résilience. Le ministère de l'Environnement a déjà établi 10 équipes dans 3 régions,
nord, centre et sud de Taïwan, qui sont chargés de fournir des conseils d'intervention d'urgence dans les 30 minutes suivant une catastrophe et qui doivent pouvoir être déployés sur place en moins d'1 heure. L'objectif à court terme est que chacune de ces 3 régions possède aussi un chien robot. Un dissident chinois, potentielle victime d'arnaque sous le nom de Taïwan. Récemment, le dissident chinois Qi Hong, qui se trouve en Angleterre après avoir fui la Chine à la fin du mois d'août, a reçu un courriel l'invitant à répondre à une interview de la part de la Fondation Vision de Taïwan. Ce courriel lui stipulait qu'après l'interview, la fondation lui verserait 110 000 $ taïwanais, soit 2 800 €, comme fonds pour l'avancement de la démocratie. Le dissident, Qi Hong, devait d'abord répondre par écrit aux questions d'une personne de la fondation avant qu'il ne reçoive plus de nouvelles de la part de la personne en contact avec lui. Et une fois la date convenue pour l'interview dépassée, Qi Hong a pris l'initiative de contacter la fondation et il s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'une arnaque. Qi Hong a précisé que la plupart des questions posées par la soi-disant personne en charge avaient déjà été posées par des journalistes par le passé, mais il a ajouté que 2 questions l'avaient particulièrement inquiété. La première, de savoir s'il avait des proches ayant subi quelconque persécution d'ordre politique, et la seconde, de savoir s'il avait été guidé par quelqu'un lorsqu'il menait son action anticommuniste le 3 septembre dernier. Écoutons-le. Je me suis demandé si ces questions ne visaient pas en réalité à me soutirer des renseignements. Il voulait aussi savoir si j'ai encore des contacts en Chine ou si j'étais inquiet pour mes proches qui risquent de subir des persécutions politiques. S'il s'agissait du Parti communiste chinois, il se pourrait tout à fait que ce soit un piège tendu. Qi Hong a déclaré à Radio Taïwan International qu'il ne savait pas l'objectif réel des personnes qui l'ont contacté, mais il a déjà informé les services relatifs européens et britanniques. Vers une 10e hausse consécutive du salaire minimum à Taïwan. À l'issue de la réunion annuelle du comité d'évaluation du salaire minimum qui s'est tenue ce vendredi 26 septembre, les représentants des syndicats, du patronat, du gouvernement et du monde académique ont décidé de rehausser le salaire minimum. À compter du 1er janvier 2026, le salaire minimum mensuel passera à 29 500 $ taïwanais, l'équivalent de 828 € environ, ce qui représente une hausse de 3,18%. Quant au salaire horaire, il passera à 196 $ taïwanais de l'heure ou 5,5 €, et il représente une hausse de 3,16%. Selon le ministère du Travail, cette hausse du salaire minimum concernera 2 470 000 salariés, mais le ministère précise que la décision du comité d'évaluation du salaire minimum de ce jour doit encore être approuvée par le gouvernement en Conseil des ministres pour acter ce qui se précise comme la 10e hausse du salaire minimum consécutive depuis 2016. C'est-à-dire qu'en 10 ans, le salaire mensuel minimum aura connu une hausse totale de 47,4% et le salaire horaire un bond de 63,3%. Des ONG exigent des contrôles renforcés avant la prolongation de vie des centrales nucléaires à Taïwan. Plusieurs groupes de la société civile et ONG se sont réunis pour exhorter aujourd'hui le gouvernement taïwanais à renforcer concrètement les conditions de renouvellement des licences d'exploitation des centrales nucléaires, alors que les derniers amendements de la loi sur le contrôle des installations nucléaires votés en mai entrent en vigueur. Selon ces amendements, il est dorénavant possible de prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires de 20 ans et, malgré les auditions publiques menées en août, les ONG engagées dénoncent un processus purement formel. Elles réclament des contrôles concrets et transparents couvrant les risques géologiques, sanitaires et même le volet de la sécurité nationale. Xie Wanhua, qui est professeur associé en santé publique à l'université Tzu-Chi, a notamment insisté sur la question de l'impact sur la santé des riverains. Les contaminations radioactives sont persistantes et nécessitent une surveillance sur le long terme, de 10 ans voire 20 ans. Nous souhaitons que les autorités afférentes planifient un contrôle suivi. Si les réglementations s'avèrent trop complexes, il est envisageable de recourir à des annexes pour gérer les rapports de simulation de catastrophes et l'impact sanitaire. Les ONG exigent ainsi des exploitants la tenue de simulations sur les effets potentiels de divers types de catastrophes et leur impact sur la santé des riverains, avec la mise en place d'examens médicaux réguliers pour les habitants et d'un dispositif de suivi environnemental.
D'autre part, les défenseurs des droits autochtones réclament l'établissement clair de critères d'approbation avec un droit de refus afin que le contrôle de la sûreté nucléaire ne se résume pas justement à une simple formalité administrative. Bien, nous arrivons au terme du journal de l'information de ce 26 septembre qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.